Allez, tout d'abord, peut-être, Denis Mo, peut-être un petit mot pour dire qu'est-ce qui a été, en tous les cas, très positif dans cette collaboration avec la chaire ETI. J'allais dire, Dijon a été une des locomotives en matière d'innovation et de territoire. Et qu'est-ce que vous avez pu trouver justement comme intelligence, comme coopération avec la chaire? Alors, avec la chaire, ce sur quoi on a beaucoup travaillé, et moi dans les liens avec la chaire, c'était de voir aussi les bonnes pratiques qui pouvaient y avoir ailleurs. Donc ça a été pour nous quelque chose d'important. Et à partir de ces bonnes pratiques, pouvoir, avec la chaire, réfléchir à nos propres projets qu'a développé François Rebsamen, le maire, et à notre vision politique. Et donc, Dijon, ça a été dit par Carmen et souligné par François Rebsamen, c'est un projet qui finalement, en 2018 à Barcelone, quand on concourt au City Award, la proposition, la promesse, c'était Human, Smart and Sustainable City. Et donc, tous les projets capitale verte européenne, écologiques, sociaux, on est sur ce côté soutenable et donc on travaille autour de cette idée-là. Et la chaire là-dessus nous accompagne et nous fait profiter des différents travaux qui existent. Et de l'autre côté, dans la proposition qui était le côté humain, c'est ce que dit bien Carmen, et donc ça reprend la vision portée par le maire, c'est que pour nous, la ville, qu'elle soit la ville de demain ou la ville de tout de suite, c'est d'abord un lieu où les gens se côtoient, c'est d'abord un lieu où on vit ensemble. C'est un lieu qu'on veut agréable, qu'on veut doux pour tout le monde. Et partant de ce principe-là, notre objectif politique, c'est, évidemment, on est dans une démocratie, donc c'est comment on continue. Parce que, voilà, les libertés publiques, ça a été un vrai sujet dans le cadre de cette crise, je vais en parler. La question du développement durable, c'est-à-dire que le développement tel qu'on l'a connu n'est plus possible. Et donc, dès maintenant, on construit le monde d'après. Moi, j'ai pas envie de penser le monde d'après. Moi, je veux d'abord m'occuper du monde de maintenant. Et pour qu'après, ça change. Parce que je crois qu'il pourrait y avoir une erreur à vouloir penser l'après sans s'occuper du réel. Et puis, il y a une promesse républicaine, moi, à laquelle je tiens beaucoup. Et dans le cadre du Covid, il y avait un truc qui s'appelle la fraternité. Et donc, il y a des gens qui sont allés au contact. C'est d'abord les soignants qui sont allés au contact. C'est ensuite des gens qu'on avait oubliés. C'est ceux qui s'occupent des ordures ménagères, qui font que la ville est restée propre. Et puis, c'est tous ceux qui ont ouvert les magasins et les marchés et ont fait en sorte qu'on puisse continuer à satisfaire nos besoins fondamentaux. Et donc, ça, c'est une vision de la ville où on est dans une logique de partage. Alors, le Covid, j'y viens. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que le projet Dijon, pendant un an, puisqu'on a fêté les un an en avril, donc plein milieu de la crise, le Covid, il nous a permis finalement de valider tout le travail qu'on avait fait pendant un an de coordination, de transversalité, les 600 procédures qu'on a coécrites entre le groupement, les grands groupes qui en font partie, Citélum, Suez, Bouygues Energy Service, Capgemini, et les services publics qui, dans la proximité, ont pu rendre et poursuivre cette logique. Le Covid, il a fait quoi? Il nous a amené à mettre quasiment en 15 jours 1000 personnes à l'abri pour que le service public puisse continuer à fonctionner. Et le service privé, le groupement, dans cette collaboration, ont très bien tenu. La deuxième chose qui pour moi est importante, c'est que on a transformé, Carmen en parlait, on a transformé le portail Dijon, puisque bon, on avait la gestion connectée de l'espace public, la police municipale, les transports qui nous avaient rejoints, puisque le PC de Divia, Keolis, nous avait rejoints. Donc cet ensemble-là, ça avait coopéré avec le portail téléphonique Dijon, qui était finalement le service un peu couteau suisse aux habitants, à savoir la cantine, les horaires de la piscine, l'inscription pour la prochaine rentrée, on espère que tout se passera bien, scolaire. Et donc tous ces services-là, ça fonctionnait d'un coup d'un seul avec la situation du Covid. Un, c'était tous aux abris, mais comment on se mobilise? Et deux, comment on met aux abris le service public et les personnes qui le rendent, les agents, tout en continuant les missions. Et donc, c'était très violent, en fait. Ça a été un moment très violent et où, finalement, on a su mobiliser les équipes. Et donc, le portail Dijon, qui était ouvert de 9h à 19h, il est passé 24-24, 7 jours sur 7. Son champ s'est réduit. Son champ, c'est devenu non pas 800 appels par jour, mais 350 à 400 appels par jour, puisqu'on était sur
comment on répond aux angoisses des habitants par rapport aux questions qui se posent dans cette nouvelle situation. Alors très concrètement, hein, je n'ai pas d'attestation, je n'ai pas d'imprimante, comment je fais? J'ai besoin de me déplacer. Je suis une personne isolée, ma famille est en Bretagne, c'est une voisine. J'ai 92 ans, je ne peux pas me déplacer. Est-ce que vous pouvez m'aider pour mes courses, pour mes médicaments, voilà. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que le Covid nous révélait en fait un certain nombre de fractures. Ça nous révélait des fractures spatiales. En réalité, il y avait des gens qui, ça a été bien dit avant, avaient des logements pas toujours adaptés. Ça nous a révélé des fractures sociales. Puisque une autre partie de l'activité, c'est devenu le soutien social, toute la mobilisation des acteurs du CCAS, les assistantes sociales, les différents comités d'aide pour des personnes qui avaient des problèmes. Ils ont perdu leur boulot, même s'ils étaient payés à 70%, c'était que 70%. Avant, ils avaient le repas pour leurs enfants à 1,18 € à la cantine, pour les plus défavorisés. Là, c'était plus 1,18 €. Vous achetez quoi avec 1,18 €? Comment vous nourrissez votre famille avec 1,18 €? Et donc, ça a été un révélateur de ces différentes fractures, des fractures numériques aussi, puisque tout le monde ne va plus à l'école. Donc, ceux qui vont à l'école, qui ont les moyens, qui ont des parents qui ont eu des formations, qui ont fait des études, qui ont des méthodologies, qui savent faire, ceux-là, ça va, on peut se débrouiller. Et encore, il faut les mobiliser. Mais pour les autres, dont les parents ne parlent pas bien français, ou parlent bien français mais ne comprennent pas le dispositif pédagogique, comment ça fonctionne? Donc aujourd'hui, on a des vraies fractures sur lesquelles, moi, je me suis aperçu qu'on devait absolument se mobiliser et travailler. Ensuite, le dispositif Allo-Mairie, il a tenu parce que en passant de 7 jours sur 7 à 24 heures sur 24, on a dû mettre à l'abri les équipes parce qu'on s'est réorganisé, on a divisé l'équipe en deux pour limiter le risque sanitaire. On les a renforcés, on a fait venir 5 étudiants qui ont eu des formations spécifiques parce que les appels n'étaient plus du tout de la même nature. On était dans du soutien psychologique et plus la crise a duré, c'est-à-dire la deuxième, troisième semaine, c'est amusant. On se dit, bon, on est à la maison. Mais quand vous êtes à la 8e semaine et que vous ne savez pas ce qui va se passer, pour les gens, ça devient très, très angoissant. Et pour ceux qui prennent les 1000 appels ou les 500 appels, il faut tenir. Et donc là, nous, on a eu tout un travail important. Et je vous dis, hier soir, j'ai fait le point avec le maire. On était à plus de 24 000 appels au total. Donc, on a su finalement tirer parti de toute cette première année de travail, de coordination, de transversalité pour pouvoir avoir une capacité à décider vite. Je vais vous donner un ou deux exemples. On était en lien avec le CHU tous les jours. Et donc, 3 fois par semaine, on faisait le lien pour voir. On était dans une région rouge, hein, on est d'accord, c'est vert ou c'est rouge, c'est un peu binaire. Et donc, en étant dans une région très touchée, proche du Grand Est, et nous aussi avec des cas importants, on s'est retrouvé à avoir des informations qui n'étaient pas fiables. Et donc, c'était très important d'avoir ce lien avec le CHU pour, d'une part, avoir des informations fiables quasiment en temps réel, et d'autre part, avoir le bon discours vis-à-vis de la population. Ça a été un élément important. Deuxième élément important pour le maire, parce que lui, il a fait des vidéos quasiment toutes les semaines pour rassurer la population. Nous, on n'a pas été dans une logique d'infantilisation, on n'était pas à dire attention, attention. Nous, on a essayé de rassurer la population en disant voilà ce qu'on va faire, on vous explique ce qu'on fait. Et donc, moi, j'étais une forme de capteur avec les 500, 400 appels par jour. On recensait de manière organisée dans un tableau de bord les différents types d'appels, les différents motifs. Et à partir de ça, on alimentait aussi le maire. À un moment, par exemple, lorsque dans les EHPAD, malheureusement, il y a eu beaucoup de décès, on s'est aperçu que les gens avaient besoin de faire leur deuil. Et donc, on a rouvert les cimetières. Le maire a décidé d'ouvrir le cimetière. C'était un moment très, très important. Ça a l'air de rien. C'était un moment très important. Les supermarchés étaient ouverts, mais on ne pouvait pas ouvrir les marchés. Donc, les prix se mettaient à flamber. Il faudra faire une étude sur ce sujet à un moment. Et donc, on s'est dit, mais il faut qu'on régule. Pour réguler, il y a les marchés. Les marchés sont en général plutôt pour des milieux populaires et un peu moins chers. Et donc, on a régulé comme ça, on a ouvert les marchés, on a trouvé des moyens en discussion avec le préfet pour pouvoir réguler la fréquentation tout en garantissant évidemment une sécurité sanitaire. Ça a été des choses assez importantes. Denis, on dit souvent, et ça a été au moment de la naissance de la chaire entrepreneuriat, territoire, innovation, on a dit souvent
les solutions sont dans les territoires. Alors, il ne s'agit pas, aujourd'hui c'est un anniversaire, donc il ne s'agit pas de lancer le débat entre Jacobins et Girondins, mais on voit bien dans ce que vous avez vécu durant cette période de confinement que les maires avaient vraiment, en tous les cas, une capacité d'agir. Est-ce que vous avez ressenti par moments, ça a été dit, même dans la tribune, il y a eu beaucoup de maires qui sont exprimés, qui se sont mobilisés en disant « mais laissez-nous faire ». Est-ce que par moments, vous avez senti une certaine frustration du rapport État, l'éloignement et la capacité d'agir? Parce que dans tout ce que vous venez d'écrire, finalement, vous l'avez dit, vous aviez des outils de mesure, des capacités d'agir en ayant une appréciation réelle de ce qui se passe dans le terrain. Et c'est vrai que la chaire entrepreneuriat, territoire, innovation, il y a bien le terme territoire. Est-ce que cette crise aura peut-être démontré encore à celles et ceux qui pensent peut-être que quelquefois les pouvoirs doivent être tout concentrés, qu'il faut donner beaucoup plus dans l'avenir, une capacité au territoire d'agir? Moi, je vais être un peu plus brutal. Je pense qu'aujourd'hui, la recentralisation, c'est ce qui s'est passé, est contracyclique. Et je pense même que cette recentralisation est un handicap. C'est-à-dire que nous, on est capable, François Rebsamen l'a bien dit, on a été capable de déployer un dispositif très rapidement, de manière très agile et de manière très efficace. Et donc, on a plus besoin qu'on nous accompagne dans ce déploiement qu'un État central qui voit les choses de trop loin et qui, en plus, crée de la norme qui nous empêche d'avancer. C'est-à-dire, quand il faut aller à l'essentiel, je vais vous prendre un exemple pour moi qui est une caricature. Quand il faut aller à l'essentiel, qu'on a des masques, même usagés, on donne des masques aux gens. On ne dit pas, la norme, elle fait que peut-être vous serez malade. Parce que quand vous n'avez rien et que vous êtes dans cette situation, de toute façon, vous serez malade, puisqu'on ne sait pas. Donc pour moi, ça, c'est la caricature. C'est-à-dire qu'au nom d'une norme, d'une bureaucratie, de normes, je ne sais pas quoi, on est prêt à sacrifier la vie des gens. Ça, c'est pas possible. Et pour la population, ça a été vécu comme tel. Moi, quand je discutais avec les gens, ils disaient, mais enfin, c'est quoi cette histoire? On a des masques, on n'a pas de masques. Et nous, on était face à ça. 500 appels par jour. Donc, ce qu'on a fait le 11 mai avant le déconfinement, nous, on a distribué 100 000 masques à la population en disant, on ne peut pas déconfiner les gens, leur dire, non, non, on ne vous donne rien, ce n'est pas possible. Il y a une question de logique. Et il y a une question même de confiance et de crédibilité de la parole politique. Donc, moi, je considère que l'État, bien sûr que c'est important. Quand on a une promesse républicaine, quand on dit liberté, égalité, fraternité, on doit mettre en place des politiques publiques qui garantissent ça. Et on doit avoir une stratégie. Mais l'État stratège, si on prend que le sujet numérique, nous, en ville, globalement, on a du réseau, on peut fonctionner, on a des capteurs, on peut créer des projets de ville intelligente, humaine, bien sûr. Mais comment on fait à la campagne si on n'a pas de réseau? Et donc, l'État stratège doit garantir ça. Et donc, demain, si on a une transformation de la manière de travailler, il va bien falloir que les gens aient du réseau pour que ça fonctionne. Et ça, c'est le boulot de l'État stratège. Et donc, là, il doit avoir une logique de centralisation et une logique de déploiement de projet. Mais ensuite, dans le comment on met en œuvre, vous vous rendez compte quand même qu'ils nous ont pondu un texte de 64 pages pour que dans toutes les écoles de France, on arrive à organiser le service. Mais c'est impossible. Du coup, en voulant mettre 64 pages pour que tout le monde, de bas en haut, parce qu'en fait, c'est ça, on puisse ouvrir son parapluie et dire non, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, eh ben, on est quasiment en train d'empêcher les gens dans les écoles de trouver des solutions. Donc moi, je suis pour la sécurité. Je pense qu'il faut évidemment qu'il y ait une stratégie, qu'il faut une vision, y compris de l'État, mais à un moment, il faut laisser agir les territoires parce que c'est au plus près du terrain qu'on trouve les solutions. Et chaque solution, on peut en reprendre des principes, mais à chaque fois, on a des éléments d'adaptation. Et donc, moi, je pense que les Jacobins sont morts, ils ne le savent pas encore. Il va falloir qu'on ait une logique, évidemment, de stratégie, parce que si on n'a pas une stratégie globale de l'État, c'est quoi notre projet? On parlait tout à l'heure de la raison d'être d'une entreprise, mais c'est quoi la raison d'être de la France? Qu'est-ce qui fait qu'on tient tous ensemble? Ça, c'est un élément très important. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est sur les territoires, on a besoin d'être accompagné. On n'a pas besoin de carcans. On n'a pas besoin de gens qui disent « Ah, bah, les parcs…
on ne sait pas si vous allez les ouvrir. Vous vous rendez compte, au bord de la Seine, il y a plein de gamins qui se sont assis. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien. Mais si on avait ouvert les parcs et si on avait régulé, peut-être qu'on leur aurait donné plus d'espace pour qu'ils aient un endroit plus sympa, qu'ils puissent circuler et qu'on ne remette pas les gens dans des systèmes où finalement, par la décision qu'on a prise, on leur limite l'espace. Ça, c'est quelque chose de très important. Puis enfin, moi, ce que je retiens aussi, c'est que quand il y a une crise comme ça, on va à l'essentiel. Les soignants, ils ne se sont pas posé la question de dire bon, est-ce que j'ai tous les boutons à ma blouse, quoi. Ils n'en avaient même pas de blouse. Et donc, ils sont allés à l'essentiel. Ils ont dit ma mission, c'est de sauver les gens. Moi ma mission, aux côtés de François Rebsamen, ça a été de dire on doit faire face à cette situation, on doit soutenir le portail parce que eux, ils sont en front office, ils ont besoin de notre soutien. Donc moi, j'y allais tous les trois fois par semaine en physique, on prenait toutes les précautions, et 2 fois par semaine, on le faisait à distance. Mais c'était très, très important qu'ils soient soutenus. Et même le groupement On Dijon, on faisait le point global. Un autre exemple, au mois d'avril, prestations sociales à la Poste. Donc, tout un quartier, le bureau de poste fermé pour des raisons de maladie, de Covid, dans le bureau de poste. Comment on gère ? Évidemment, on a discuté avec la police municipale en disant il va y avoir des déplacements, il faut qu'on gère là. Pédagogiquement, on ne va pas dire aux gens on vous met une sanction, vous n'avez pas le droit de vous déplacer. Deuxième chose, les transports, les gens vont se déplacer par milliers. Comment on interagit, on anticipe avec Divia pour que les personnes puissent avoir suffisamment de transport et qu'on garantisse la sécurité sanitaire aussi pour tout le monde. Et puis enfin, en lien avec la Poste, les aider, leur amener des barrières pour qu'on puisse réguler tout le système de flux de clients qui était complètement dévié, quoi. Denis Hameau, un dernier mot avant de recevoir ici notre invité. Dijon a mené une stratégie offensive, j'allais dire, d'un développement du numérique au service de l'humain, au service du citoyen. C'est vrai encore, il y a quelques années, la Smart City, c'était quelque chose d'un petit peu d'abstrait. Hier, dans la tribune, plusieurs élus responsables ont demandé un état d'urgence numérique en France. Est-ce que vous pensez justement, à l'heure où vous voyez le président de la République parle d'un plan d'urgence pour l'automobile, est-ce qu'on ne parle pas suffisamment d'un plan d'urgence du numérique ? Est-ce que cette crise a montré aussi, vous l'avez dit, peut-être des écueils, des fractures territoriales, des personnes dans nos territoires qui n'étaient pas avec les mêmes capacités de télétravailler ? Est-ce que selon vous, cet état d'urgence à déclarer sur le numérique arrive au bon moment ou faut-il mener cette croisade supplémentaire ? Écoutez, moi, à chaque fois que j'interviens sur le sujet et que j'ai affaire à des grands penseurs de l'État, je leur dis, c'est le signe même d'une difficulté à penser l'avenir. Vous vous rendez compte que je peux communiquer avec ma fille qui est en haut de l'Himalaya et je ne peux pas communiquer dans mon département en Côte d'Or avec des copains qui sont dans le Châtillonnais. Et donc, c'est comme si aujourd'hui, on considérait qu'on pouvait vendre, c'est bien, il y a quelqu'un dans l'immobilier, qu'on pouvait vendre un appartement sans avoir de l'eau. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez vendre votre appartement et votre bien sans avoir de l'eau ou de l'électricité. Pour moi, c'est du même ordre. Donc, c'est un besoin qui est fondamental. Et donc, évidemment qu'il faudrait un état d'urgence et qu'il faudrait mobiliser énormément de moyens pour qu'on puisse permettre cette accessibilité maximale, parce que c'est une des clés du développement et de l'attractivité des territoires. Il y a des territoires aujourd'hui où vous avez des rivières, où vous pouvez avoir des gens qui vont développer du tourisme. Mais s'ils n'ont pas le réseau, ils ne feront rien. Or, ils ont cette richesse-là, ils ont cette nature à laquelle tout le monde aspire. En tout cas, où on voudrait que les choses aillent un peu mieux au niveau écologique et du développement durable. Et donc, si on n'a pas le numérique, évidemment, les conditions ne sont pas réunies pour y aller. Et donc, c'est quand je vous dis l'État stratège, sur le numérique, évidemment, ça devrait être déjà fait, quoi. C'est comme le général de Gaulle quand il a fait son plan de téléphone. Ça devrait être de cet ordre-là. Merci Denis Hameau, merci en tous les cas de votre présence et d'avoir célébré avec nous ce 2e anniversaire de la chaire plaisir. Entrepreneuriat, Territoire Innovation.